Un milliardaire découvrait l'impuissance face aux larmes incessantes de son bébé dans l'Airbus A380, jusqu'à ce qu'une jeune fille chinoise aux moyens modestes accomplisse l'impensable. Les hurlements déchirants fendaient l'atmosphère feutrée de la cabine première classe comme une alarme stridente, dominant complètement le ronronnement puissant des 4 réacteurs Rolls-Royce. Henri Dubois, président-directeur général du conglomérat Industrie du Bois et fortune auto constituée de 2,3 milliards d'euros, sentait littéralement chaque regard des 92 passagers de l'appareil lui transpercer le dos de sa veste Armani sur mesure. Sa fille Amélie, âgée de 6 mois et 3 jours exactement, exhibait un visage cramoisi d'une intensité alarmante, ses petits poings crispés battant l'air dans une détresse inconsolable. 4 heures et 27 minutes s'étaient écoulées depuis le décollage de ce vol Air France 083 à destination de Londres Heathrow, et l'enfant n'avait pas accordé une seule seconde de répit à l'équipage ou aux passagers depuis le roulage initial sur la piste de Roissy. Henri Dubois, cet homme qui dirigeait d'une main de fer un empire technologique employant plus de 15 000 personnes à travers l'Europe, se retrouvait complètement démuni face à ce petit être de 5,5 kg. Le sourire professionnel de Madame Rousseau, chef de cabine avec 23 années d'expérience, s'était progressivement délité. Sa formation en gestion de crise n'avait jamais inclus de module sur les nourrissons inconsolables en première classe. « Monsieur Dubois », articula-t-elle avec cette politesse glaciale réservée aux situations extrêmes, « nous avons reçu plusieurs réclamations formelles. Le gentleman du siège 2A menace d'exiger un remboursement intégral et la dame du 4F a demandé à être surclassée pour échapper aux désagréments sonores. » Henri tamponna son front perlé de sueur avec son mouchoir en lin irlandais brodé de ses initiales dorées. L'angoisse creusait des sillons profonds autour de ses yeux grisaciers, ces mêmes yeux qui avaient soutenu sans ciller le regard des plus grands capitaines d'industrie européens. Son épouse Céleste, brillante avocate d'affaires, se trouvait déjà à Londres depuis 48 heures pour finaliser le rachat d'une start-up de biotechnologie. « J'ai absolument tout tenté », chuchota-t-il d'une voix brisée par l'épuisement, balançant Amélie dans un mouvement automatique. Nutrition, distraction, déambulation. Sa phrase s'étrangla sous le poids de l'épuisement. L'homme qui dirigeait un empire coté au CAC 40 se retrouvait réduit au silence par les pleurs d'un nourrisson. Dans le siège 3C, Madame Beaumont, septuagénaire distinguée et ancienne directrice d'école, laissa échapper un claquement de langue réprobateur. Le businessman du siège adjacent referma brutalement son MacBook Pro, enfonçant ses AirPods Max pour créer une barrière sonore. L'atmosphère de la cabine première classe, habituellement sanctuaire de tranquillité et de raffinement, s'était transformée en champ de bataille psychologique. Dans un modeste appartement de 3 pièces au 4e étage d'une résidence HLM du 19e arrondissement parisien, une toute autre matinée se déroulait. Mei Lin Chen, 17 ans et 4 mois, se tenait devant le petit miroir fissuré de la salle de bain familiale, ajustant méticuleusement le col de sa seule chemise convenable, un chemisier blanc H&M acheté en solde l'année précédente par sa mère. L'appartement de 52 mètres carrés abritait 3 générations de femmes Chen. Mei Lin, sa petite sœur Xiaomei de 7 ans, leur mère Li Hua de 42 ans et leur grand-mère Nai Nai de 68 ans. Par la fenêtre de la cuisine, on apercevait les tours de verre de la Défense qui scintillaient dans la brume matinale, symbole lointain d'une prospérité qui semblait appartenir à un autre univers. Li Huachen était déjà partie pour son service matinal à l'hôtel Ibis Styles République, où elle œuvrait depuis 8 ans comme gouvernante d'étage. Chaque matin à 5h30, elle enfilait son uniforme bordeaux réglementaire et prenait le métro ligne 5 pour nettoyer les chambres occupées par des touristes et des hommes d'affaires qui dépensaient en une nuit ce qu'elle gagnait en une semaine. À l'hôtel, Li Hua poussait son chariot de produits d'entretien dans les couloirs silencieux, ses mains abîmées par les détergents chimiques accomplissant des gestes devenus automatiques au fil des années. Chambre 407, drap souillé abandonné au sol par un cadre de banque allemand, serviettes de bain jetées négligemment, champagne renversé sur la moquette. Elle nettoyait sans amertume, pensant à Mei Lin qui révisait ses parties d'échecs et à Xiaomei qui dormait encore dans leur petit lit partagé. « Chen, vous ferez les suites VIP aujourd'hui », avait annoncé Madame Moreau, la superviseure aux cheveux gris tirés en chignon sévère. Le client du Penthouse a laissé des documents importants éparpillés partout. Attention à ne rien déranger. Li Hua avait acquiescé silencieusement. Les suites VIP signifiaient plus de travail pour le même salaire, mais elle ne se plaignait jamais. Chaque centime économisé était soigneusement réparti entre les cours particuliers de mathématiques de Mei Lin,
les leçons de piano de Xiaomei et les frais de transport pour les tournois d'échecs régionaux. Dans le penthouse, elle découvrait un monde qu'elle ne pouvait qu'imaginer. Meubles design, œuvres d'art contemporain, vue panoramique sur Paris. Sur le bureau, des documents financiers en anglais mentionnaient des sommes qui dépassaient son entendement. Li Hua nettoyait autour de ses papiers avec un respect religieux, consciente qu'il représentait plus d'argent que sa famille n'enverrait en plusieurs vies. Pendant ce temps, dans l'appartement du 19e, Nai Nai préparait le petit déjeuner avec ses gestes précis de femme qui avait survécu à la famine en Chine. Malgré ses 68 ans et son arthrite qui lui déformait les doigts, elle se levait chaque matin à 4 heures pour préparer le congee aux légumes, cette bouillie de riz réconfortante qui constituait la base nutritionnelle de la famille. « Grande sœur », chuchota Xiaomei depuis le canapé-lit qu'elle partageait, « tu vas vraiment rencontrer des génies aux échecs à Londres ?» Ses grands yeux noirs brillaient d'une admiration inconditionnelle pour cette sœur qui maîtrisait un art incompréhensible à ses yeux d'enfant. Mei Lin se retourna vers cette petite fille qui incarnait toutes ses motivations. « Je vais faire de mon mieux, petite perle, et si je gagne, peut-être que maman n'aura plus besoin de travailler si dur. » Elle caressa tendrement les cheveux de Xiaomei, se remémorant ses nuits où elle la berçait pour l'endormir quand leur mère rentrait épuisée du travail. Nai Nai émergea de la kitchenette avec un bol de congee aux légumes encore fumant. « Mange, petite fille », dit-elle en mandarin, ses mains ridées mais fermes poussant le bol vers Mei Lin. « Les champions ont besoin de force. » Ces mots simples portaient le poids de décennies de sacrifices. Nai Nai avait vendu ses derniers bijoux de famille, des héritages en jade et en or rapportés de Chine, pour financer l'inscription de Mei Lin au championnat de Londres. Ces bijoux représentaient la seule richesse matérielle de la famille, transmise de mère en fille pendant 4 générations. Leur vente marquait la fin d'un héritage ancestral, sacrifié sur l'autel de l'avenir de Mei Lin. « Nai Nai » murmura Mei Lin en mandarin, « et si je ne gagne pas? Et si tous ces sacrifices ne servent à rien ?» La vieille femme s'assit à côté de sa petite fille, ses yeux fatigués mais déterminés. « Petite fille, quand j'avais ton âge en Chine, je rêvais d'apprendre à lire. Ton grand-père est mort avant que je puisse réaliser ce rêve. Ta mère, elle a appris le français en nettoyant les bureaux, mot par mot, phrase par phrase. Toi, tu portes nos rêves impossibles. Gagner ou perdre, tu as déjà réussi. » Mei Lin sentait ce fardeau invisible mais constant. Elle n'était pas seulement une adolescente de 17 ans se rendant à un tournoi d'échecs. Elle portait les rêves de 3 générations de femmes qui avaient sacrifié leurs propres ambitions pour lui offrir cette opportunité unique. À 15 km de là, dans un penthouse de 800 mètres carrés dominant les quais de Seine, dans le 7e arrondissement, Henri Dubois terminait sa routine matinale dans un tout autre décor. Le duplex, évalué à 12 millions d'euros par Christie's International Real Estate, offrait une vue panoramique sur la Tour Eiffel et les Invalides. Les baies vitrées du sol au plafond encadraient Paris comme une œuvre d'art vivante. Son bureau privé, aménagé par le décorateur Philip Stark, abritait 6 écrans haute définition diffusant en temps réel les cours des bourses mondiales, NYSE, Nasdaq, Euronext, Nikkei, Shanghai Composite. Henri concluait sa conférence téléphonique hebdomadaire avec l'équipe dirigeante de sa filiale japonaise, Dubois Technologies Osaka, spécialisée dans les semi-conducteurs quantiques. « L'acquisition de Bionanotech s'officialise aujourd'hui à Londres », déclara-t-il en anglais parfait à ses interlocuteurs nippons. « Yoshida-san, assurez-vous que nos brevets sur les puces neuromorphes soient protégés avant l'annonce officielle. Cette transaction représente 800 millions d'euros. Nous ne pouvons nous permettre aucune fuite d'informations. » Bertrand Moreau, son assistant personnel depuis 5 ans, organisait méticuleusement les documents confidentiels dans une mallette blindée Hermès. Diplômé d'HEC avec mention très bien, Bertrand avait gravi tous les échelons de l'entreprise grâce à son efficacité remarquable et sa discrétion absolue. Pourtant, peu de gens savaient qu'il était né dans une famille ouvrière de Roubaix, que son père avait passé 30 ans dans une usine textile avant la délocalisation qui avait détruit l'économie locale. « Monsieur Dubois », dit Bertrand, avec cette déférence professionnelle qui masquait une admiration sincère, « la voiture vous attend pour l'aéroport. J'ai confirmé la réservation du salon la première et briefé l'équipage sur vos préférences nutritionnelles pour Amélie. » Henri ajusta ses boutons de manchette en or blanc, ornés des armoiries familiales, héritage de son arrière-grand-père industriel. Sur son bureau en palissandre massif trônaient 2 photos encadrées d'argent. L'une montrait Céleste et lui lors de leur mariage à l'église Sainte-Clotilde, tous deux rayonnants dans leur tenue de créateur. À côté,
Une photo plus récente montrait Amélie lors de son baptême au château familial de Dubois en Normandie, propriété dans la famille depuis 4 générations. Plus rapidement nous rejoindrons Céleste, plus vite cette négociation cruciale sera bouclée, murmura-t-il à Bertrand. Première classe sur Air France, naturellement. Et Bertrand, aucune communication aux médias. Je refuse tout battage médiatique à Roissy. Les journalistes économiques de l'Expansion et des Échos risquent de poser des questions indiscrètes sur l'acquisition. Dans la nursery de 200 mètres carrés conçue par les architectes d'intérieur de Hermès Maison, Amélie gazouillait dans son berceau en bois de rose massif. Ses jouets, tous certifiés bio et sélectionnés par une puéricultrice diplômée de l'Institut de puériculture de Paris, jonchaient le sol en chêne massif français. Henri souleva sa fille avec une tendresse maladroite, encore peu habituée aux gestes paternels malgré 6 mois d'expérience. « Papa va faire un petit voyage d'affaires avec toi, ma princesse », chuchota-t-il en français, puis en anglais, souhaitant qu'elle grandisse parfaitement bilingue. « Maman nous attend à Londres pour une réunion très importante. » Il ne pouvait imaginer qu'en quelques heures, cette routine privilégiée volerait en éclats face à une crise qu'aucun de ses conseillers, experts ou formation de leadership n'avait pu le préparer à affronter. 90 minutes plus tard, dans le salon Air France la première du terminal 2E de Roissy, Henri patientait avec Amélie sur ses genoux, conscient des regards furtifs des autres voyageurs VIP. Le Financial Times du matin titrait en première page « Dubois Industries Eyes, 680 Bio-Nanotech Acquisition », accompagné d'une photo de lui prise lors du dernier forum économique de Davos. Un couple de banquiers suisses chuchotait en allemand près du comptoir Champagne, reconnaissant visiblement l'un des entrepreneurs technologiques les plus influents d'Europe. Amélie, fascinée par les reflets dorés de sa carte American Express Centurion, la mâchouillait joyeusement, inconsciente du fait que cet objet de métal représentait plus d'argent que la plupart des familles n'en verraient jamais. Pendant ce temps, à bord du RER B direction Roissy, Meilin serrait contre elle son sac à dos Eastpak délavé contenant ses seuls biens précieux, son manuel d'échecs annoté de sa main, offert par son entraîneur Liu Weiming pour ses 16 ans, sa calculatrice scientifique Casio, achetée d'occasion sur Le Bon Coin, et la lettre officielle du championnat international d'échecs confirmant sa qualification et la prise en charge de ses frais de transport. Dans le même train, des employés de l'aéroport côtoyaient des cadres supérieurs en costume, des familles en vacances avec leurs valises à roulettes et cette adolescente chinoise transportant tous ses espoirs dans un sac à dos de 15 €. « Maman, j'ai peur », avait confié Mei Ling à Liwa la veille au soir, allongée côte à côte dans le petit lit qu'elle partageait. « Et si je n'étais pas assez forte, si je déshonorais notre famille ?» Liwa avait caressé ses cheveux noirs avec cette tendresse infinie qui caractérisait leur relation. « Ma fille précieuse, tu portes en toi la force de toutes les femmes Chen qui t'ont précédée. Grand-mère Nainai a survécu à la famine. J'ai reconstruit notre vie en France avec rien d'autre que mes mains. Tu possèdes notre courage. » À l'embarquement du vol AF083, 2 univers s'apprêtaient à se rencontrer sans le savoir. Henri, accompagné de Bertrand et de son garde du corps discret, présentait ses documents première classe au comptoir prioritaire. Amélie, reposant dans sa poussette Bugaboo à 1000 €, portait une robe bon point et ses chaussures vernies Jacadi. Meilin, 50 mètres plus loin dans la file économique, présentait son passeport français et sa carte d'embarquement imprimée sur papier recyclé. Elle portait sa veste en jean Kiabi soigneusement repassée et ses baskets Décathlon blanches, nettoyées la veille avec une brosse à dents usagée. L'hôtesse au comptoir première classe sourit avec déférence à Henri. « Bonjour, monsieur Dubois. Nous sommes honorés de vous accueillir à bord. Votre suite vous attend et le chef a préparé un menu spécialement adapté pour le bébé. » 50 mètres plus loin, une autre employée scannait machinalement le billet de Meilin. Siège 47F, dernière rangée près des toilettes. Embarquement dans 15 minutes. 2 destins sur le point de se croiser, ignorant encore que cette rencontre changerait le cours de leurs existences respectives. L'Airbus A380 roulait majestueusement sur la piste 09R de Roissy, ses 4 réacteurs Tran 900, ronronnant avec puissance. Dans la cabine première classe, Henri installait Amélie dans un siège spécialement équipé d'un berceau de luxe, fourniture standard d'Air France pour les passagers VIP voyageant avec des nourrissons. Le cuir italien beige de la suite privée contrastait avec l'acajou verni des finitions, créant une atmosphère de raffinement absolu. Bertrand, installé dans la suite adjacente, finalisait les derniers détails de la présentation PowerPoint sur l'acquisition Bio-Nanotech.
Les documents confidentiels, marqués Strictly Confidential, Board Level Only, détaillaient une transaction qui ferait d'Industrie du Bois le leader européen des biotechnologies quantiques. En classe économique, Mei Lin découvrait son siège 47F avec un mélange d'excitation et d'appréhension. L'espace restreint de 85 cm de largeur contrastait drastiquement avec les 2 mètres de largeur des suites première classe. Son voisin de siège, M. Patel, ingénieur informatique indien se rendant à Londres pour un entretien d'embauche chez Google, lui adressa un sourire bienveillant. « Première fois en avion ?» demanda-t-il en français, teinté d'accent britannique, remarquant la façon dont Mei Lin examinait minutieusement les consignes de sécurité. « Première fois hors de France », répondit-elle avec une timidité qui masquait mal son excitation. « Je participe à un tournoi d'échecs à Londres. » Le décollage se déroula sans encombre, Paris rétrécissant sous les nuages jusqu'à devenir une maquette lumineuse. Henri, berquant doucement Amélie, observait par le hublot les banlieues qu'il ne visitait jamais, ces territoires anonymes où vivaient ses employés. Pour la première fois depuis des années, il se demandait comment ces milliers de familles parvenaient à équilibrer vie professionnelle et responsabilité parentale sans aide domestique ni ressources illimitées. Amélie, initialement calmée par les vibrations du décollage, commença à manifester les premiers signes d'agitation. Ses petits poings se crispaient, ses jambes s'agitaient, et des gémissements prémonitoires échappaient de sa gorge. Henri, avec cette assurance masculine typique des dirigeants habitués à résoudre tous les problèmes, appliqua les techniques apprises lors des cours de préparation parentale dispensés par la meilleure puéricultrice de Neuilly-sur-Seine. Nutrition artificielle hypoallergénique, refusée catégoriquement. Bercement selon la méthode Montessori, adapté aux nourrissons, inefficace. Musique classique de Mozart diffusée par ses AirPods, ignorée superbement. Henri sentait une sueur froide perler sur son front, tandis qu'Amélie escaladait progressivement vers une crise de larmes majeure. Madame Rousseau, alertée par l'expérience acquise en 23 ans de vol, approcha discrètement. « Monsieur Dubois, puis-je vous suggérer la technique du portage vertical ? Certains bébés préfèrent être tenus debout contre l'épaule. » Henri suivit le conseil, mais Amélie, comme si elle avait décidé de défier toute l'expertise adulte disponible dans cette cabine, laissa échapper son premier hurlement strident. Un cri primitif, viscéral, qui transperça l'atmosphère feutrée comme une sirène d'ambulance dans une bibliothèque. Le businessman du siège 2A leva les yeux de son Wall Street Journal avec une expression d'exaspération mal contenue. Madame de Rothschild, octogénaire distinguée voyageant pour rendre visite à sa petite-fille à Londres, fronça les sourcils avec la désapprobation aristocratique de ceux qui estiment que les enfants devraient rester invisibles et silencieux en société. Les minutes s'égrenaient avec une lenteur torturante. Amélie avait trouvé son rythme de croisière dans l'art du hurlement, alternant entre cris aigus et sanglots déchirants avec une constance qui défiait toute logique parentale. Henri, homme habitué à diriger des conseils d'administration avec une autorité naturelle, se retrouvait complètement démuni face à ce petit être de 5,5 kg qui résistait à toutes ses tentatives d'apaisement. Diagnostic médical, changement de couche déjà effectué, vérification de la température parfaite, proposition de lait en poudre hypoallergénique, refusée. L'équipage commençait à échanger des regards entendus, cette communication silencieuse du personnel navigant face aux situations délicates. En classe économique, Mei Lin sentait les vibrations de la détresse infantile traverser les cloisons de l'appareil. Ses oreilles, perfectionnées par des années d'écoute attentive des besoins de sa petite sœur Xiaomei, distinguaient dans ses pleurs une tonalité particulière qu'elle avait apprise à identifier. Ni faim, ni fatigue, mais cette forme de surstimulation sensorielle que connaissent bien les bébés sensibles. Elle ferma son manuel d'échecs et se concentra sur ses souvenirs gravés dans sa mémoire musculaire. Les nuits où Xiaomei, victime des coliques des premiers mois, ne s'apaisait que dans ses bras. Li Hua, épuisé par ses journées de ménage, s'effondrait de fatigue, et Mei Lin, alors âgée de 10 ans, avait naturellement endossé ce rôle de grande sœur mère. « Cette technique vient de ma propre mère », lui avait expliqué Nai Nai en mandarin, ses mains ridées guidant celles de Mei Lin sur le dos de Xiaomei. Les points d'acupression, les mouvements circulaires, la respiration synchronisée, c'est un savoir transmis de mère en fille depuis des générations. Monsieur Patel, son voisin de siège, remarqua son expression concentrée. « Vous semblez préoccupé par ce bébé qui pleure », observa-t-il avec bienveillance. « Que j'ai une petite sœur », répondit Mei Lin simplement.
Parfois, les adultes essaient trop fort. Les bébés sentent la tension. En première classe, la situation atteignait un point critique. Henri, les cheveux désormais ébouriffés et la cravate Hermès de travers, tenait Amélie dont le visage avait pris une teinte écarlate alarmante. Ses pleurs avaient évolué vers ces cris rauques qui signalent un épuisement vocal imminent chez les nourrissons. Le gentleman du siège 2A, un banquier suisse d'investissement nommé Klaus Weber, ferma sèchement son Financial Times. « Excusez-moi, mais cette situation devient intolérable. J'ai une présentation cruciale demain matin à la City, et ce vacarme m'empêche de me concentrer. » Madame de Rothschild approuva d'un hochement de tête aristocratique. Dans mon époque, les enfants voyageaient avec leurs gouvernantes qui savaient les tenir correctement. Henri sentit ses joues s'empourprer, non pas d'embarras mais de cette colère sourde que provoque l'injustice sociale. Ses passagers qui le critiquaient ouvertement ignoraient qu'il était l'un des entrepreneurs les plus respectés d'Europe, qu'il employait des milliers de personnes, qu'il contribuait à hauteur de millions d'euros aux finances publiques françaises. Mais face aux pleurs de sa fille, tous ses accomplissements professionnels s'avéraient parfaitement inutiles. Madame Rousseau s'approcha une nouvelle fois, son professionnalisme vacillant sous la pression. « Monsieur Dubois, je me vois contrainte de vous informer que si la situation ne s'améliore pas, le commandant pourrait envisager des mesures exceptionnelles pour préserver le confort des autres passagers. » C'est à cet instant précis que Mei Lin déboucla sa ceinture de sécurité et se leva. Mei Lin Chen se redressa dans l'allée étroite de la classe économique, avec cette détermination tranquille qui caractérisait toutes ses décisions importantes. Sa silhouette gracile de 17 ans contrastait avec l'assurance qui émanait de ses gestes mesurés. Monsieur Patel la regarda avec curiosité, tandis qu'elle s'engageait vers l'avant de l'appareil, remontant le courant des regards désapprobateurs des passagers épuisés par 4 heures de crise ininterrompue. L'hôtesse responsable de la section économique, mademoiselle Durand, une jeune femme de 28 ans récemment diplômée de l'École nationale de l'aviation civile, intercepta Mei Lin près du rideau séparant les deux classes. Son sourire professionnel masquait mal sa contrariété face à cette situation inédite dans sa carrière naissante. « Mademoiselle, je vous prie instamment de regagner votre siège », articula-t-elle avec cette politesse rigide enseignée dans les formations de gestion clientèle. « Nous traversons actuellement une zone de turbulences atmosphériques et le règlement de sécurité aérienne internationale exige que tous les passagers demeurent attachés. » Mei Lin, habituée aux préjugés sociaux depuis son enfance dans les quartiers populaires parisiens, reconnut immédiatement ce ton condescendant. Le regard de l'hôtesse s'attardait sur sa veste en jean délavé, ses baskets de grande surface, cette apparence qui la catégorisait instantanément comme une passagère de seconde zone sans légitimité pour s'aventurer vers les zones privilégiées. « Ce nourrisson pleure depuis des heures », répondit Mei Lin avec cette dignité calme qu'elle avait développée face aux discriminations quotidiennes. « Je pense sincèrement pouvoir apporter une assistance utile à cette famille en détresse. » Mademoiselle Durand sentit son autorité remise en question par cette adolescente qui osait contester les protocoles établis. « La cabine première classe demeure strictement interdite aux passagers non autorisés, mademoiselle. C'est une règle de sécurité intangible, sans exception possible. » Mais Henri Dubois, dont les nerfs avaient atteint leur limite de résistance, avait entendu cet échange par-dessus les hurlements d'Amélie. Cet homme qui négociait habituellement dans les salons feutrés des ministères et les bureaux capitonnés des banques d'affaires se retrouvait face à la plus grande crise de leadership de sa carrière, l'incapacité à consoler sa propre fille. « Attendez !» lança-t-il d'une voix que l'épuisement rendait rauque, se levant de son siège en cuir avec Amélie qui redoublait d'intensité dans ses bras. « Laissez cette jeune femme s'approcher, je vous en conjure. » Le contraste était saisissant. D'un côté, Henri Dubois dans son costume 3 pièces Brioni à 4 000 €, sa montre Patek Philippe héritée de son grand-père, ses boutons de manchette en platine. De l'autre, Mei Lin Chen dans sa tenue soigneusement mais modestement assemblée, ses cheveux noirs tirés en queue de cheval simple, ses mains sans manucure mais aux ongles impeccablement entretenus. Mademoiselle Durand hésitait, prise entre le protocole réglementaire et la détresse évidente de ce passager VIP dont elle connaissait l'influence. Son superviseur, M. Lafont, chef de cabine principale avec 15 ans d'ancienneté, s'approcha discrètement pour évaluer la situation. « Monsieur Dubois », intervint-il avec le tact diplomatique acquis au fil des années, « nous comprenons parfaitement votre situation délicate. Cependant, les règlements de sécurité, ces règlements, coupa Henri avec une autorité retrouvée,
n'ont jamais prévu qu'un père désespéré refuse une aide potentielle à son enfant en souffrance. Cette jeune femme propose son assistance bénévolement. Je l'accepte, sous ma responsabilité personnelle. Mei-Lin franchit finalement le rideau symbolique, séparant les deux mondes. Ses baskets blanches foulant pour la première fois de sa vie la moquette épaisse d'une cabine première classe. L'odeur même était différente. Cuir italien, bois précieux, et ce parfum subtil de luxe qu'elle ne savait pas nommer mais qui imprégnait chaque détail de cet environnement. Amélie, comme si elle pressentait l'arrivée d'une présence différente, marqua une pause dans ses pleurs, ses petits yeux rougis et gonflés se tournant vers cette silhouette inconnue qui approchait avec une sérénité contrastant avec la tension ambiante. Lorsque Mei-Lin tendit les bras vers Amélie, Henri hésita une fraction de seconde. Cet homme habitué à contrôler chaque variable de son existence professionnelle se retrouvait face à un acte de foi absolu, confier son bien le plus précieux à une inconnue de 17 ans rencontrée dans des circonstances extraordinaires. Amélie se blottit instinctivement contre Mei-Lin avec cette intuition mystérieuse des nourrissons qui reconnaissent les âmes bienveillantes. La transformation fut spectaculaire et immédiate. Les hurlements déchirants se muèrent en sanglots espacés, puis en gémissements apaisés, avant de céder place à un silence presque religieux qui envahit toute la cabine première classe. Mei-Lin berçait Amélie avec cette expertise naturelle développée au fil des années auprès de Xiaomei. Ses mains, malgré leur jeunesse, possédaient cette assurance instinctive des gestes maternels transmis de génération en génération. Elle appliquait une pression douce mais ferme sur des points précis du dos d'Amélie, technique d'acupression que Nainai lui avait enseignée en mandarin. Les bébés portent le stress de leurs parents. Il faut d'abord calmer son propre cœur pour calmer le leur. Elle fredonnait doucement, non pas une berceuse occidentale traditionnelle, mais une mélodie chinoise ancestrale que sa grand-mère chantait, un air pentatonique qui résonnait avec une harmonie primitive dans sa cage thoracique. Son corps oscillait avec cette grâce naturelle qui transforme le bercement en danse méditative. Elle souffrait probablement de coliques digestives, murmura Mei-Lin à Henri, sa voix gardant cette tonalité apaisante qu'elle utilisait avec les enfants. Les bébés absorbent les émotions ambiantes. Votre stress se transmettait à elle, créant un cercle vicieux d'angoisse mutuelle. Henri observait cette scène avec une fascination mêlée d'humilité profonde. Cette adolescente chinoise accomplissait en quelques minutes ce que lui, avec toutes ses ressources, ses experts, ses formations parentales coûteuses, n'avait pu réaliser en 4 heures d'épuisement. Plus troublante encore, elle expliquait le phénomène avec une sagesse qui dépassait largement son âge apparent. Madame Rousseau, témoin de la transformation miraculeuse, s'approcha avec un respect nouveau dans le regard. « Mademoiselle Chen, vous venez littéralement de sauver ce vol d'une mutinerie passagère. Au nom de tout l'équipage d'Air France, je vous exprime notre gratitude la plus profonde. » Klaus Weber, le banquier suisse, refermait son ordinateur portable avec une curiosité évidente. Madame de Rothschild ajustait ses lunettes de lecture pour mieux observer cette jeune femme qui venait de résoudre une crise que tous les adultes présents avaient échoué à maîtriser. Henri gesticula vers le siège première classe adjacent au sien, une invitation tacite mais chargée de signification. « Mademoiselle Chen, j'insiste pour que vous m'accompagniez pendant la durée restante de ce voyage. C'est le strict minimum que je puisse offrir en reconnaissance de votre intervention providentielle. » Mei-Lin hésita, jetant un regard vers la classe économique où M. Patel lui adressait un sourire d'encouragement. « Mes affaires personnelles. Bertrand s'en chargera immédiatement, » déclara Henri en faisant signe à son assistant, qui s'empressa d'aller chercher le modeste sac à dos de Mei-Lin. Tandis que Mei-Lin s'installait dans le siège en cuir italien, elle ressentit un mélange complexe de gratitude, d'inconfort et d'émerveillement. Jamais elle n'avait imaginé se retrouver dans un environnement d'un tel raffinement, entourée d'objets dont le prix dépassait probablement le salaire annuel de sa mère. Amélie, parfaitement apaisée, gazouillait doucement en jouant avec les boutons du cardigan de Mei-Lin, ses petits doigts explorant cette nouvelle texture avec la curiosité naturelle des nourrissons. Pour la première fois depuis le décollage, Henri put se détendre, observant sa fille retrouver cette sérénité qu'il croyait à jamais perdue. « Puis-je vous demander votre destination à Londres ?» s'enquit Henri, sa voix retrouvant cette courtoisie naturelle des gens bien éduqués. « Le championnat international d'échecs junior », répondit Mei-Lin avec une modestie qui masquait mal sa fierté. « Une compétition qui pourrait déterminer mes opportunités d'études supérieures. » La conversation qui s'engagea entre Henri et Mei-Lin révéla progressivement la profondeur du fossé social qui les séparait.
tout en dévoilant les similitudes humaines qui les rapprochaient. Henri, habitué aux discussions stratégiques avec des dirigeants d'entreprises et des ministres, découvrait le plaisir rare d'un échange authentique, dépourvu de calculs politiques ou d'intérêts financiers cachés. « Les échecs », observa-t-il, en regardant Amélie s'endormir paisiblement contre l'épaule de Mélin, exigent cette même patience que vous venez de démontrer avec ma fille, cette capacité à observer, analyser et intervenir au moment précis où l'action devient nécessaire. Mélin acquiesça, surprise par cette analogie qu'elle n'avait jamais formulée consciemment. Mon entraîneur, M. Liu Weiming, dit toujours que les échecs ne se jouent pas seulement sur l'échiquier, mais dans la capacité à lire l'adversaire, à comprendre ses motivations profondes. Votre famille doit être extrêmement fière de vos accomplissements, poursuivit Henri, ignorant encore l'ampleur des sacrifices que représentait cette simple participation au tournoi. L'expression de Mélin s'assombrit légèrement, et Henri perçut immédiatement ce changement d'expression. Ma mère travaille 16 heures par jour comme gouvernante d'hôtel pour financer mes cours d'échecs et les frais de déplacement. Ma grand-mère a vendu ses derniers bijoux de famille, des héritages de Chine, pour payer mon inscription à ce championnat. Un silence pesant s'installa, chargé d'implications sociales que Henri commençait seulement à saisir. Cet homme qui dépensait plus en une soirée au restaurant étoilé que cette famille en un mois découvrait l'existence de ces sacrifices quotidiens qui lui étaient totalement étrangers. « Et votre père » demanda-t-il avec délicatesse. « Parti quand j'avais 12 ans, » répondit Mélin sans amertume apparente, mais Henri décela cette blessure soigneusement cicatrisée dans sa voix. Un jour, il a décidé que la responsabilité familiale pesait trop lourd. Depuis, maman élève seule ma petite sœur et moi, avec l'aide de Nai Nai. Henri sentit une culpabilité sourde l'envahir. Lui qui se plaignait parfois du poids des responsabilités parentales alors qu'il disposait d'une armée d'employés domestiques, de puéricultrices, de conseillers financiers pour faciliter chaque aspect de sa vie de père. Cette adolescente portait sur ses épaules le poids d'espérance familiale qu'il ne pouvait même pas imaginer. « Mademoiselle Chen, dit-il finalement, je dois vous avouer que cette rencontre me fait réaliser certaines lacunes dans ma perspective du monde. Nous avons tendance, dans mon milieu, à nous isoler de certaines réalités. » Mélin le regarda avec cette sagesse précoce que développent les enfants confrontés tôt aux difficultés. « Monsieur Dubois, vous n'êtes pas responsable des inégalités sociales, mais peut-être pouvez-vous utiliser votre influence pour créer des opportunités pour ceux qui n'en ont pas naturellement accès. » Cette phrase, prononcée sans prétention par une adolescente de 17 ans, frappa Henri avec la force d'une révélation. Il comprit soudainement que sa richesse et son pouvoir pouvaient servir à bien plus que l'accumulation de profits et la domination de marché. Amélie, toujours endormie contre Mélin, émit un petit soupir de contentement qui fit sourire les deux adultes. Dans ce moment de grâce partagée, les barrières sociales semblaient momentanément suspendues, remplacées par cette humanité commune que révèlent parfois les circonstances extraordinaires. « Racontez-moi vos ambitions » demanda Henri avec une sincérité qui surprit Mélin. « Que souhaitez-vous accomplir au-delà des échecs ?» Mélin caressa doucement les cheveux fins d'Amélie avant de répondre, ses yeux se perdant vers le hublot où défilaient les nuages européens. « Je rêve d'étudier l'informatique quantique à Polytechnique », avoua-t-elle avec cette détermination tranquille qui caractérisait tous ses projets. Les ordinateurs quantiques représentent l'avenir de l'intelligence artificielle, et la Chine, comme la France, investissent massivement dans ces technologies. Henri ne put dissimuler sa surprise. Cette adolescente ne rêvait pas seulement d'échapper à sa condition sociale, elle visait les sommets technologiques les plus pointus de la société contemporaine. « Polytechnique », répéta-t-il avec respect, « l'une des institutions les plus exigeantes au monde. Vos résultats scolaires doivent être exceptionnels. Mention très bien au baccalauréat avec 19,2 de moyenne, répondit Mélin sans forfanterie. Mais les frais de préparation au concours, les cours particuliers, les stages, tout cela coûte des sommes que ma famille ne peut pas assumer sans s'endetter dangereusement. Henri réfléchissait intensément. Son groupe Industrie du Bois investissait justement des dizaines de millions d'euros dans la recherche en informatique quantique en partenariat avec le CEA et plusieurs universités européennes. Cette rencontre fortuite prenait soudain des dimensions qu'il n'avait pas anticipées. « Et si les échecs ne vous ouvrent pas les portes espérées ?» demanda-t-il, testant sa détermination. « Alors je travaillerai, » répondit Mélin simplement. « Comme maman, comme Nai Nai. Nous, les femmes Chen, nous ne baissons jamais les bras, mais je préférerais utiliser mon intelligence pour créer des technologies qui améliorent la vie des gens plutôt que pour simplement survivre. »
Cette phrase résonna profondément chez Henri. Lui qui avait hérité d'une entreprise familiale prospère, qui avait bénéficié des meilleures écoles privées, des relations familiales, des introductions dans les cercles influents, découvrait l'existence de talents exceptionnels bridés par les seules circonstances économiques. Bertrand, son assistant, s'approcha discrètement avec le plateau de collation première classe, caviar au cétrat, saumon fumé de Norvège, champagne Dom Pérignon 2012. Le contraste avec la réalité quotidienne de Meilin était si flagrant qu'Henri ressentit une gêne inhabituelle. « Servez-vous » proposa-t-il, mais Meilin déclina poliment. « Je n'ai pas l'habitude de ces raffinements », dit-elle avec dignité, « et j'ai déjà mangé ce matin. » Henri comprit qu'elle mentait par fierté. Probablement n'avait-elle pris qu'un thé et peut-être un fruit avant son départ, économisant chaque euro pour ce voyage qui représentait l'investissement de plusieurs mois d'épargne familiale. « Meilin, » dit-il avec une gravité nouvelle dans la voix, « puis-je vous poser une question directe? Si quelqu'un vous offrait la possibilité de financer vos études supérieures, l'accepteriez-vous » Elle le regarda avec méfiance, cette méfiance instinctive des personnes habituées à compter uniquement sur leurs propres forces. « Cela dépendrait des conditions, » répondit-elle prudemment. « Ma famille m'a appris que rien n'est jamais gratuit dans ce monde. Et si les seules conditions étaient l'excellence académique et l'engagement à utiliser ses connaissances pour le bien commun ?» Meilin garda le silence plusieurs secondes, berçant machinalement Amélie qui souriait dans son sommeil. « Monsieur Dubois, vous ne me connaissez que depuis quelques heures. Pourquoi feriez-vous une telle proposition ?» Henri sourit, reconnaissant dans cette question la même intelligence stratégique qui devait faire d'elle une redoutable joueuse d'échecs. « Parce que ma fille dort paisiblement pour la première fois depuis le décollage. Parce que vous avez résolu en 10 minutes un problème que tous les experts que j'emploie n'avaient pas su anticiper. Et parce que vous représentez exactement le type de talent que notre société devrait cultiver au lieu de l'ignorer. » L'avion entamait sa descente vers Londres, et avec elle, cette parenthèse extraordinaire touchait à sa fin. Mais Henri savait déjà que cette rencontre changerait sa perception du leadership et de la responsabilité sociale pour le reste de son existence. L'atterrissage à Heathrow se déroula dans une sérénité qui contrastait dramatiquement avec les 4 premières heures du vol. Amélie s'éveilla doucement dans les bras de Meilin, ses grands yeux bleus explorant avec curiosité ce nouveau visage devenu familier. Les autres passagers première classe observaient cette scène avec un mélange d'admiration et de perplexité. Comment cette adolescente inconnue avait-elle accompli ce que personne d'autre n'avait réussi? Henri récupérait ses affaires avec cette efficacité mécanique des grands voyageurs. Mais son esprit fonctionnait déjà à plein régime sur les implications de cette rencontre. Il sortit son iPhone et composa le numéro de Céleste, restée à Londres, pour finaliser l'acquisition Bionanotech. « Chérie, » dit-il d'une voix que l'émotion rendait inhabituellement chaleureuse, « j'arrive avec Amélie et j'amène quelqu'un que j'aimerais te présenter. Une jeune femme remarquable qui vient de me donner une leçon d'humanité. » Dans le hall des arrivées de Heathrow, Céleste Dubois attendait avec cette élégance naturelle des femmes habituées aux milieux d'affaires internationaux. Avocate senior chez Clifford Chance, spécialisée en droit des fusions-acquisitions, elle avait consacré ses 48 dernières heures à négocier les derniers détails d'une transaction de 800 millions d'euros. Sa surprise fut évidente quand elle vit Henri accompagné d'une adolescente asiatique, portant Amélie avec une aisance maternelle. « Céleste, je te présente Meilin Chen », annonça Henri avec un respect inhabituel dans sa voix. Sans elle, ce vol aurait tourné au cauchemar. Elle possède un don extraordinaire avec les enfants. Céleste, habituée à évaluer rapidement les personnalités dans ses négociations professionnelles, perçut immédiatement quelque chose d'exceptionnel chez cette jeune femme. Pas seulement dans sa capacité à calmer Amélie, mais dans cette assurance tranquille qui émanait d'elle, malgré son jeune âge et sa tenue modeste. « Vous avez réussi l'impossible », dit Céleste en récupérant sa fille et qui gazouillait joyeusement. « Henri m'avait prévenu par SMS que le voyage était compliqué. Comment avez-vous fait? Les bébés ressentent les émotions des adultes, » expliqua Meilin avec cette simplicité qui caractérisait toutes ses explications. Parfois, il faut d'abord apaiser son propre stress pour pouvoir apaiser le leur. C'est une technique que m'a transmise ma grand-mère. Céleste échangea un regard entendu avec Henri. Cette adolescente venait d'exprimer en 2 phrases une vérité psychologique que leur consultant en parentalité avait mis des heures à expliquer lors de séances coûteuses et souvent inefficaces. Meilin participe au championnat international d'échecs qui commence demain, expliqua Henri.
J'aimerais que nous l'aidions à se préparer dans les meilleures conditions possibles. » Céleste, femme pragmatique habituée à prendre des décisions rapides dans des négociations complexes, évalua instantanément la situation. « Nous avons réservé une suite au Savoy pour nos négociations. Maylin, accepteriez-vous d'être notre invité? Vous pourriez vous préparer sereinement et nous aurions le plaisir de suivre votre tournoi. » Maylin hésita, tiraillé entre la reconnaissance et cette fierté familiale qui lui interdisait d'accepter la charité. « Monsieur et Madame Dubois, votre générosité me touche profondément. Mais ma mère m'a appris à ne jamais être redevable. Il ne s'agit pas de dette, » interrompit Henri avec fermeté. « Il s'agit de reconnaissance mutuelle, entre personnes qui se respectent. » Le trajet vers le centre de Londres dans la Bentley avec chauffeur de l'hôtel Savoy révéla à Maylin un monde qu'elle n'avait jamais imaginé. Les sièges en cuir, Connolly, la climatisation parfaitement réglée, le champagne rafraîchi dans un seau d'argent, chaque détail témoignait d'un art de vivre qui dépassait sa compréhension. Amélie, installée dans son siège auto Britax, dernier modèle, observait Maylin avec cette fascination des bébés pour les visages bienveillants. Parfois, elle tendait ses petites mains vers elle, comme si elle réclamait ses bras qui l'avaient apaisée. « Elle vous a adopté », observa Céleste avec amusement. « C'est assez rare. Amélie est habituellement méfiante avec les inconnus. » Tandis que Londres défilait derrière les vitres teintées, Maylin réalisait que sa vie venait de basculer dans une dimension imprévisible, où ses talents cachés rencontraient des opportunités qu'elle n'avait jamais osé espérer. L'hôtel Savoy déployait son faste édouardien dans le cœur historique de Londres. Maylin, habitué aux appartements modestes du 19e arrondissement parisien, découvrait un univers où chaque détail respirait le luxe et la tradition. Tapis persans authentiques, mobilier Chippendale, service d'étage disponible 24 heures sur 24. La suite que Henri avait réservée pour elle surplombait la Tamise avec une vue directe sur le London Eye et les tours de la City. « Reposez-vous », conseilla Céleste avec cette bienveillance maternelle qu'elle n'avait jamais eu l'occasion d'exprimer, étant trop occupée par ses responsabilités professionnelles. « Demain sera une journée cruciale pour votre avenir. » Seule dans cette suite palatiale, Maylin contempla son reflet dans le miroir doré de la salle de bain. La jeune femme qui la regardait portait toujours sa veste en jean délavé et ses baskets économiques, mais quelque chose avait changé dans ses yeux, une confiance nouvelle, née de la reconnaissance de ses capacités par des personnes qu'elle respectait. Elle appela sa mère depuis le téléphone de l'hôtel, sachant que Li Hua serait inquiète de son silence prolongé. « Maman, » dit-elle en mandarin, « je suis bien arrivée à Londres. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire dans l'avion. » Elle raconta l'incident avec Amélie, la rencontre avec Henri et Céleste, l'invitation au Savoy. Li Hua écouta en silence, puis répondit avec cette sagesse pratique qui la caractérisait. « Ma fille, les opportunités se présentent rarement 2 fois, mais n'oublie jamais d'où tu viens et pourquoi tu te bats. » Le lendemain matin, dans la salle de petit déjeuner du Savoy, Henri finalisait au téléphone les derniers détails de l'acquisition Bionanotech, tout en surveillant Amélie qui gazouillait joyeusement dans sa chaise haute. Céleste, impeccable dans son tailleur Chanel, étudiait les documents contractuels tout en sirotant son Earl Grey. Maylin les rejoignit, vêtue de sa tenue de tournoi soigneusement préparée. Pantalon noir, chemisier blanc, chaussures de ville empruntées au service de conciergerie de l'hôtel. Henri remarqua immédiatement sa transformation, non pas physique, mais dans son port de tête, sa démarche, cette assurance nouvelle qui irradiait d'elle. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-il en français, puis en anglais pour Céleste. « Prête » répondit-elle simplement, mais Henri perçut dans ce mot unique toute la détermination accumulée au fil des années de sacrifices familiaux. Au Royal Festival Hall, transformé pour l'occasion en arène échiquéenne, Maylin retrouvait son élément naturel. Les 80 jeunes joueurs présents représentaient l'élite européenne des moins de 18 ans, mais elle ne ressentait plus cette intimidation qui l'avait habitée durant le voyage. L'épisode de l'avion lui avait révélé des ressources intérieures qu'elle ignorait posséder. Henri et Céleste, accompagnés d'Amélie dans sa poussette de luxe, s'installèrent dans les tribunes réservées aux accompagnateurs. Cette présence, discrète mais bienveillante, donnait à Maylin une énergie supplémentaire. Pour la première fois de sa vie, elle n'était plus seule à porter le poids des espérances familiales. Sa première partie contre Lars Andersen, prodige danois de 16 ans, se déroula avec la fluidité d'une danse maîtrisée. Les techniques tactiques enseignées par Liu Weiming, affinées par des années d'entraînement obstiné, s'exprimaient avec une créativité libérée par sa confiance retrouvée. Les heures s'écoulaient dans une concentration absolue. Maylin enchaînait les victoires
avec une aisance qui surprenait ses adversaires et impressionnait les juges internationaux. Son style de jeu, mélange de patience orientale et d'audace française, déstabilisait des joueurs habitués aux approches plus conventionnelles. Dans les tribunes, Henry observait cette adolescente avec une fascination croissante. Il reconnaissait dans sa manière d'analyser l'échiquier les mêmes qualités stratégiques qu'il valorisait chez ses meilleurs cadres: vision à long terme, capacité d'adaptation, gestion du stress sous pression. Lorsqu'elle remporta sa 5e victoire consécutive, s'assurant ainsi la médaille d'or du championnat, les applaudissements résonnèrent dans toute la salle. Mais ce qui émut le plus Mei Lin, ce fut de voir Henry et Céleste debout dans les tribunes, applaudissant avec cette fierté authentique qu'elle n'avait jamais vue dans le regard d'adulte extérieur à sa famille. Amélie, dans les bras de sa mère, battait des mains sans comprendre l'enjeu, mais participant instinctivement à cette célébration collective. Plus tard, dans la Bentley qui les ramenait vers le Savoy, Henry prit une décision qui allait transformer l'existence de Mei Lin pour les décennies à venir. Mei Lin, dit-il avec cette solennité qu'il réservait au moment décisif de sa carrière, la Fondation Dubois pour l'excellence éducative souhaiterait financer intégralement vos études supérieures. Polytechnic and Mighty Cambridge, l'institution de votre choix. En échange, vous vous engageriez simplement à utiliser vos connaissances pour créer des technologies bénéfiques à l'humanité. Mei Lin regarda par la vitre les lumières de Londres qui scintillaient dans la nuit, puis ses yeux se posèrent sur Amélie endormie contre l'épaule de Céleste. Cet enfant qui avait été l'origine de leur rencontre dormait paisiblement, ignorant qu'elle avait été l'instrument du destin pour changer 2 vies à jamais. « J'accepte », répondit-elle simplement. Mais ces 2 mots contenaient la promesse d'un avenir qu'elle n'avait jamais osé rêver. Tandis que l'avion d'Air France décollait de Heathrow le lendemain soir, ramenant Henry, Céleste et Amélie vers Paris, Mei Lin demeurait à Londres pour débuter ses études préparatoires financées par la Fondation Dubois. Elle avait appelé sa mère pour lui annoncer la nouvelle. Li Hua avait pleuré de joie, comprenant que les sacrifices de 3 générations de femmes Chen venaient enfin de trouver leur récompense. Dans l'appartement du 19e arrondissement, l'atmosphère avait changé. Li Hua rentrait de l'hôtel avec un sourire qu'on ne lui avait pas vu depuis des années. Xiao Mei sautillait de joie à l'idée que sa grande sœur deviendrait une vraie scientifique. Nai Nai, les larmes aux yeux, murmurait des prières de gratitude en mandarin. À Paris, Henry entreprit une révolution silencieuse dans sa façon de diriger Industrie Dubois. Il créa un programme de bourse d'excellence pour les jeunes talents issus de milieux défavorisés, financé par un pourcentage des bénéfices de l'entreprise. Bertrand, qui connaissait les origines modestes de son patron mieux que quiconque, devint le coordinateur de ce programme. « Monsieur Dubois, dit-il un matin en présentant les premiers dossiers de candidature, nous avons reçu plus de 1000 demandes en une semaine, des talents extraordinaires qui n'attendaient qu'une opportunité. » Henry sourit, pensant à Mei Lin qui commençait ses études intensives à Londres. Amélie, maintenant âgée de 8 mois, gazouillait joyeusement dans son berceau, comme si elle gardait un souvenir heureux de cette jeune femme qui l'avait apaisée dans l'avion. 5 années s'étaient écoulées depuis cette rencontre fortuite dans les nuages. Mei Lin, désormais diplômée de Polytechnique, avec les félicitations du jury, travaillait pour le laboratoire de recherche quantique d'Industrie Dubois. Ses innovations dans le domaine de l'intelligence artificielle quantique révolutionnaient l'industrie européenne des semi-conducteurs. Li Hua avait quitté son emploi de gouvernante pour devenir coordinatrice sociale dans une association d'aide aux familles immigrées, poste financé par la Fondation Dubois. Xiao Mei, maintenant âgée de 12 ans, excellait au piano et aux mathématiques, suivant les traces intellectuelles de sa sœur. Nai Nai, malgré ses 73 ans, était devenue la mamie adoptive d'Amélie, qui parlait couramment le mandarin et adorait les histoires chinoises que lui racontait la vieille dame. Dans le bureau parisien d'Industrie Dubois, Henry observait les derniers résultats financiers avec satisfaction. Non seulement l'entreprise prospérait, mais elle était devenue un modèle de responsabilité sociale en Europe. La Fondation Dubois avait financé les études de 150 jeunes talents en 5 ans, créant un réseau d'innovation qui transformait l'économie française. « Monsieur Dubois », annonça Bertrand en entrant dans le bureau, « Mei Lin souhaite vous présenter ses dernières découvertes sur les puces neuromorphes. Elle pense avoir trouvé une solution révolutionnaire pour réduire la consommation énergétique des data centers de 70%. » Henry sourit. Cette jeune femme qu'il avait rencontrée dans un avion continuait de le surprendre par son génie inventif et sa détermination à utiliser la technologie pour résoudre les défis environnementaux de l'humanité. « Faites-la venir immédiatement », répondit Henry. «
Et appelez Céleste. Elle voudra entendre cela. Quelques minutes plus tard, Maylin entrait dans le bureau avec cette assurance tranquille qu'elle avait développée au fil des années, mais toujours empreinte de cette humilité qui la caractérisait. À 22 ans, elle était devenue l'une des chercheuses les plus respectées d'Europe dans son domaine, mais elle portait encore parfois ses baskets blanches, par fidélité à ses origines. « Monsieur Dubois, dit-elle en souriant, j'ai des nouvelles qui pourraient transformer l'industrie informatique mondiale. » Amélie, maintenant âgée de 5 ans et demi, fit irruption dans le bureau en courant, suivie de Nai Nai, qui la gardait pendant que Li Hua assistait à une réunion de son association. « J.J. Maylin !» cria Amélie, en se jetant dans les bras de la jeune femme, utilisant le terme mandarin pour « grande sœur » que Nai Nai lui avait appris. « Kayao Amélie ?» répondit Maylin en la soulevant. « Tu grandis si vite, bientôt tu seras plus grande que moi. » Henri observait cette scène avec une émotion profonde. Sa fille avait grandi en considérant Maylin comme une grande sœur, et cette relation avait enrichi leur famille d'une dimension culturelle et humaine qu'il n'aurait jamais imaginée. « Papa, » dit Amélie en se tournant vers Henri, « Nai Nai m'a appris une nouvelle chanson chinoise. Tu veux l'entendre ?» Sans attendre la réponse, elle entonna la même mélodie ancestrale que Maylin avait fredonnée dans l'avion 5 ans plus tôt. La boucle était bouclée. Cette berceuse chinoise qui avait apaisé ses pleurs de nourrisson était devenue son chant préféré. Nai Nai, maintenant intégrée à la famille élargie des Dubois, souriait en écoutant sa petite fille adoptive chanter dans sa langue maternelle. Ses rides s'étaient creusées, mais ses yeux brillaient de cette joie sereine de voir ses deux petites filles, l'une de sang, l'autre de cœur, prospérer au-delà de tous ses rêves. « Maylin, » dit Henri après qu'Amélie eut terminé sa chanson, « parlez-nous de votre découverte. » La jeune femme posa délicatement Amélie au sol et se dirigea vers l'écran mural du bureau. Avec l'aisance d'une chercheuse accomplie, elle commença à expliquer ses travaux sur les architectures neuromorphes, inspirées du cerveau humain, capable de traiter l'information de manière exponentiellement plus efficace que les processeurs traditionnels. L'impact environnemental pourrait être considérable, expliqua-t-elle avec passion. Nous pourrions réduire de moitié la consommation énergétique mondiale liée au traitement de données d'ici 10 ans. Céleste, qui venait d'arriver, écoutait avec cette attention professionnelle qu'elle réservait aux dossiers les plus importants. « Maylin, votre travail pourrait révolutionner non seulement notre industrie, mais l'ensemble de l'économie numérique mondiale. »« C'est exactement ce que Nai Nai m'a toujours dit, » répondit Maylin en souriant vers la vieille dame. « Utiliser son intelligence pour améliorer le monde, pas seulement pour soi. » Henri sentit une fierté paternelle l'envahir, cette même fierté qu'il ressentait pour Amélie. Maylin était devenue sa fille adoptive, non par les liens du sang, mais par ceux du respect mutuel et de l'affection sincère. 10 ans plus tard, dans un amphithéâtre de l'UNESCO à Paris, Maylin recevait le prix international de l'innovation technologique pour ses contributions révolutionnaires à l'informatique durable. Dans la salle, 3 générations étaient réunies. Li Hua, maintenant directrice de sa propre association d'aide aux immigrés, Nai Nai, âgée de 83 ans mais toujours alerte, Xiao Mei, devenue brillante pianiste et mathématicienne, Henri et Céleste avec Amélie, maintenant adolescente de 15 ans parlant couramment le mandarin et passionnée de science. Cette récompense, déclara Maylin dans son discours de remerciement, n'appartient pas qu'à moi. Elle appartient à toutes les familles qui sacrifient leur confort présent pour l'avenir de leurs enfants. Elle appartient à tous ceux qui tendent la main à un inconnu dans un moment de détresse. Dans la salle, Henri tenait la main d'Amélie, se remémorant ce vol turbulent où tout avait commencé. Sa fille, désormais passionnée de recherches scientifiques grâce à l'influence de Maylin, rêvait de devenir ingénieure environnementale. « Papa » chuchota Amélie pendant les applaudissements. « Tu te souviens de ce voyage en avion quand j'étais bébé? Celui où j'ai rencontré J.J. Maylin ?» Henri sourit, étonné qu'elle garde un souvenir de cette époque. « Tu t'en souviens vraiment ?»« Pas exactement, » répondit Amélie. « Mais Nai Nai m'a tellement raconté cette histoire que j'ai l'impression de m'en souvenir. Elle dit que c'est le jour où notre famille s'est agrandie. » Henri serra la main de sa fille, observant Maylin sur scène qui remerciait sa famille en mandarin, puis en français, et enfin en anglais. Cette jeune femme qui avait apaisé les pleurs de son bébé dans un avion était devenue l'une des innovatrices les plus influentes de sa génération. Mais plus que ses succès professionnels, c'était la façon dont elle avait transformé leur vision du monde qui comptait vraiment. Grâce à elle, Henri avait appris que le véritable leadership ne consistait pas seulement à diriger une entreprise, mais à créer des opportunités pour que d'autres puissent révéler leur potentiel.
Dans ses bagages émotionnels, Mei Lin emportait bien plus qu'une médaille d'or aux échecs et une carrière scientifique brillante. Elle portait la preuve vivante qu'un simple geste de bonté, apaiser un bébé en détresse dans un avion, peut déclencher une chaîne d'événements qui transforment des destins et transcendent toutes les barrières sociales. Car parfois, les plus grands changements naissent des gestes les plus simples, quand l'humanité rencontre l'opportunité au moment précis où l'une et l'autre en ont le plus besoin. Et dans cette vérité universelle se cache peut-être le secret d'un monde meilleur, la reconnaissance que chaque être humain porte en lui, des talents extraordinaires qui n'attendent qu'une main tendue pour s'épanouir et illuminer l'avenir de tous.